On se retrouve pour cette troisième session. On a vu ce matin donc un petit peu comment chacun de nous envisageait le manque. On a vu également les diverses manifestations, divers échelles de grandeur que le manque peut prendre dans notre esprit. Et puis, on va essayer d'envisager maintenant un peu les étapes qui conduisent à amoindrir, si ce n'est éliminer le manque, ou l'accepter. On verra qu'il y a différents modèles. Moi, je vais commencer par la proposition bouddhiste, parce qu'on a eu des échanges qui m'ont fait penser quand même que, même si le bouddhisme dit qu'on peut totalement transformer le manque, à ce point que il n'y a plus aucune espèce d'impulsion dans l'esprit impérieuse et exagérée de posséder quelque chose qui se manifeste, ça ne veut pas dire que tout le monde est capable d'arriver là, en fait. Qui sait ce que dans notre existence on va pouvoir faire en lien avec le manque, jusqu'où on va pouvoir aller, et penser que tout le monde peut complètement éradiquer le manque de son esprit. Je pense que ça peut être une vue extrême qui conduit à une forme un peu de totalitarisme spirituel et qui n'est pas sans problème. Je pense qu'on a tous une latitude, et je pense que peut-être en lien avec le manque, la première chose, c'est d'identifier peut-être quelle est notre latitude, quel est le champ de nos possibles. On en discutait pendant le repas avec François-Xavier, et par exemple pour certaines personnes addictes, c'est même pas de penser que ces personnes vont arrêter de consommer des substances. C'est peut-être simplement seulement d'organiser la prise de ces substances dans un environnement qui est sécurisé, qui peut déjà être le mieux qu'on peut faire pour aussi créer un environnement pour eux qui est libre de, par exemple, des problèmes de seringues qu'on partage, ou simplement avoir des seringues qui sont... Oui, juste, j'avais une formule à l'époque où j'allais sur le plateau de télévision, à la radio, sur ces questions. C'est pas la drogue qui tue, c'est le contexte. C'est le contexte. Et ça apparaît clairement, je crois, dans les textes aussi bouddhistes, de dire que c'est pas tout dans notre esprit, et que l'importance du contexte dans la production de l'addiction est hyper important. Je rappelle brièvement ce que le bouddhisme présenterait comme les causes à l'addiction, ou les causes au manque, ou les causes au mal-être, les causes de nos perturbations mentales. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'objet. Tu disais ce matin que quand on a l'objet sous les yeux, l'impulsion est beaucoup plus forte. C'est pour ça qu'on fait des retraites aussi. C'est parce qu'on a besoin de se libérer des objets, et que se libérer d'un objet, parfois, c'est ce qui permet de créer un contexte qui va permettre de diminuer la présence de ces impulsions dans l'esprit. Il y a le contexte social, on pourrait dire familial, et ça c'est vraiment présenté comme une cause à nos perturbations mentales. Il y a les explications, on pourra dire le contexte culturel, c'est-à-dire les explications qu'on reçoit par notre société, par nos habitudes. Il y a nos habitudes aussi, à quel point on répète les choses, qui est un facteur aggravant dans certaines de nos perturbations mentales. Il y a l'attention, c'est-à-dire à quel point on a créé mentalement une forme d'exagération des choses pour lesquelles on a une avidité. Donc c'est le temps processeur mental qu'on passe à exagérer ses qualités aussi. Et puis le dernier point, je crois que c'est l'objet, contexte social, l'explication, l'habitude, l'attention, et puis la base qui est nos potentiels qu'on a acquis par le passé, qui sont aussi le support à ce que ces perturbations mentales se perpétuent. Donc dans le meilleur des cas, mettons que si dans le bouddhisme on présente qu'on a une impulsion mentale à consommer quelque chose ou à se diriger vers quelque chose, et qu'on va passer à l'action, dans le meilleur des cas, c'est le passage à l'action qu'on va éliminer avec l'impulsion mentale. C'est-à-dire qu'on n'aura ni plus d'impulsion mentale de consommer, par exemple, une substance, non plus que l'action physique.
Ça, c'est au meilleur des cas, c'est l'éradication complète de l'action et de l'impulsion mentale. En dessous de ça, on peut avoir la décision pérenne de ne plus s'engager physiquement, mais tout en conservant l'impulsion mentale. On pourra dire que ce sera une des étapes aussi. Les vœux. Hein? Les vœux, Ce qui rentre dans le cadre des vœux et de l'éthique. C'est-à-dire qu'on a l'impulsion mentale, mais on a cultivé une force contraire qui va empêcher que cette impulsion mentale, elle se manifeste dans l'action physique ou verbale. Parce qu'on a parlé des actions, du manque en lien avec des actions physiques, mais il y a aussi du manque en lien avec les paroles. Parler beaucoup, raconter des mensonges, on peut avoir aussi une forme de manque pour s'engager verbalement aussi. Donc ça, au meilleur des cas, on élimine tout, l'impulsion et l'action. En dessous de ça, on élimine l'action verbale ou physique, mais pas l'impulsion. Et puis, en dessous de ça, on n'élimine pas vraiment ni l'impulsion ni l'action, mais en tout cas, on va réduire un petit peu leur portée. Et peut-être que là, le contexte de notre environnement, notre mode de vie, sont des choses qui vont être intéressantes à considérer. Donc la proposition bouddhiste va dire qu'on a ces deux éléments de l'impulsion mentale qui conduit à une action physique, que cette impulsion mentale elle est très difficilement contrôlable au départ et que ce n'est pas celle sur laquelle on doit porter notre attention parce que justement l'exemple qu'on pourrait prendre, il est beaucoup plus difficile d'arrêter un éclair qui tombe sur une forêt que l'incendie qui s'est propagé. Même si l'incendie il est énorme, il est beaucoup plus facile d'arrêter une action physique et verbale que d'arrêter l'impulsion mentale qui est à la base de ces actions physiques et verbales. La première étape va considérer donc à porter principalement l'attention sur les actions physiques et verbales qui vont, quand on s'occupe d'elles, commencer à apaiser déjà l'impulsion. C'est pour ça que souvent on prend le vœu, parfois dans le bouddhisme, de s'abstenir de tuer par exemple, parce que s'abstenir de tuer, c'est ce qui va aussi abaisser les impulsions mentales en lien avec la colère et l'aversion par exemple. Donc on a à la fois, on doit à la fois se porter sur l'impulsion à agir et le passage à l'action, mais on doit aussi renforcer le point qui consiste à ne pas s'engager physiquement quand on a eu l'impulsion. Et ça, c'est une forme de discipline éthique. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la discipline éthique. C'est se réfréner de ces actions verbales et physiques qui peuvent être problématiques. Donc, dans toute la présentation bouddhiste pour traiter ces perturbations mentales, il ne faut pas d'ailleurs les considérer comme des ennemis, il faut les embrasser, il faut les comprendre, il faut les transformer. Je dis perturbation mentale, il ne faut pas qu'on ait un point de vue trop négatif par rapport à elle. Mais le travail va consister aussi bien à diminuer l'impulsion et la possibilité qu'on a de s'engager physiquement et verbalement, et de renforcer le facteur de ne pas agir. Et je pense que c'est vraiment les deux aires principales qui sont touchées dans la pratique bouddhique. Ça va être ces deux actions-là. De trouver quelque chose de positif qui va pouvoir créer une force d'opposition ou remplacer le plaisir qui est procuré par la substance ou l'action mentale par quelque chose qui va être signifiant dans notre esprit et positif et qui va permettre que l'action de se réfréner va être pérenne. Parce que ça va être, parce qu'au départ, on le voit dans la méditation, parce qu'on a accès à ces petits moments d'addiction, on a nos distractions qui occupent une part de notre esprit qui est complètement immense. Au départ, on est en train de méditer sur le souffle nous apparaît totalement chiant. On respire 3 fois et tout à coup on a la pizza de ce soir, on a le ciné. Donc la force dans notre esprit que prennent ces choses-là par rapport au pouvoir d'opposition de notre souffle qui nous paraît totalement chiant, le souffle n'a aucune chance à ce moment-là de venir contrecarrer quelque chose qui est complètement stimulant dans notre esprit, comme peut l'être une pizza. Donc l'objet du travail, ça va être déjà de
faire tomber un peu l'impression que ces choses-là sont si fascinantes que ça, et de retrouver une fascination pour l'action de se réfréner, en fait, qui doit plus être quelque chose de négatif, mais qui doit nous faire comprendre derrière tous les bienfaits que ça a. Parce qu'on a, je pense, une telle idée aujourd'hui du plaisir que l'action de se réfréner est devenue presque un problème qui touche à notre propre liberté. Ça vient toucher à notre liberté si Mais se réfréner, c'est une des vertus morales dans le bouddhisme, parce que se réfréner, c'est ce qui nous permet aussi d'accéder au bonheur. Donc à la fois de permettre que ces choses qui sont nos sensations, le rapport à nos sensations et le passage à l'action, perdent de leur fascination dans notre esprit, et qu'on retrouve une fascination pour des choses qui, comme tu le disais, peuvent être le manque constructif, le manque vers les choses qui ont du sens. Donc c'est vraiment cet équilibrage dans l'esprit, je pense, qu'on peut faire, et qui serait dans les méthodes indiquées dans le bouddhisme, en tout cas pour faire quelque chose du bouddhisme, du manque, sachant que, bah oui, il y a des individus qui n'arriveront pas à se réfréner, et qu'on ne peut pas espérer que tout le monde se réfrène. On peut agir comme la méditation, par exemple. Il y a des individus qui ne pourront jamais méditer, c'est une évidence. En tout cas, pas sous l'emprise même pas du produit, mais du cycle de... Oui, mais alors moi je connais des personnes, même bouddhistes, qui n'arrivent pas à méditer, et elles doivent composer avec ce facteur-là. Donc c'est pas parce que le bouddhisme présente qu'on peut complètement éradiquer de l'esprit ces impulsions, que c'est réaliste de penser que tout le monde peut le faire, et que c'est une obligation que tout le monde doit pratiquer ces méditations qui sont, semble-t-il, capables de mettre fin à ces impulsions mentales. Donc en fait, il va falloir travailler à la fois sur la réduction de la soif et de la saisie, c'est-à-dire de notre rapport à nos sensations. Et ça, on l'a évoqué hier, mais le rapport à nos sensations fait qu'on a un tel attachement pour le plaisir que ça produit en nous, en contrepartie, une telle aversion pour les expériences insatisfaisantes. Et qu'une partie des méditations qui sont possibles, c'est essayer de retrouver l'intérêt aussi de ces moments déplaisants dans la construction pérenne d'un individu aussi. Que ces expériences déplaisantes, elles ont une valeur, et que si on se porte seulement sur le plaisir et le bonheur sont deux chaînes de production qui ne sont pas nécessairement les mêmes. On pense que parce que c'est plaisant, si je le fais 1000 fois, ça va me donner accès au bonheur. En fait, c'est des chaînes de production qui sont différentes. Le plaisir n'est pas nécessairement ce qui conduit au bonheur. Ou le bouddhisme pourra dire même parfois, le plaisir est nécessairement pas ce qui conduit au bonheur, mais qui nous leurre en pensant que ça peut l'être. Donc c'est le rapport déjà à la sensation qui va être contrecarré. L'équilibrage en ce sens de reprendre contact avec l'importance des sensations déplaisantes. Et ça dans la méditation, où on a ces sensations déplaisantes et on se porte sur elles, et on peut voir que elles ont une valeur aussi. Déjà parce qu'elles sont là et qu'on ne peut pas éliminer leur existence, mais aussi parce qu'en dépendance de ces sensations déplaisantes, on peut avoir un comportement éthique, on peut se rapprocher des autres, de la souffrance, on est à même de comprendre les caractéristiques de cette existence aussi, elle est faite aussi de souffrance. Donc d'un côté la réduction de la soif, de l'autre la réduction de la saisie. Et ça, comment on fait ? On déconstruit un peu l'objet de notre avidité. Donc ça peut être des méditations analytiques qui vont contrecarrer l'idée que cet objet soit absolument merveilleux. Et là, ça rejoint totalement la pratique de ce qu'on appelle les 4 pouvoirs d'opposition dans le bouddhisme, qui est, le premier, c'est le pouvoir du... Vous vous en souvenez ? Ce qu'on appelle le regret, en fait, c'est de considérer que la chose, par exemple, si j'ai l'habitude d'une addiction au sexe, par exemple, le pouvoir du regret, c'est de savoir et d'avoir une conscience très claire des problèmes qui sont liés à cette chose. Alors on pourra dire, ouais, mais toutes les personnes qui ont des formes d'addiction savent que c'est problématique. Sauf que l'esprit qui va reconnaître que c'est problématique, c'est pas nécessairement l'esprit qui est l'esprit coupable, l'esprit qui est plein de culpabilité, qui va dire oui, mais moi je suis une merde,
je suis addict à ça, ou non, c'est un esprit qui est clair et qui arrive à reconnaître la production de souffrance en lien avec cette action. Et c'est complètement différent dans l'esprit. Il y en a un qui reconnaît que cette chose, elle produit de la souffrance, et cette reconnaissance, elle est valide, par opposition à une forme de rumination mentale qui nous fait nous répéter je suis un jugement personnel. Ouais. La reconnaissance profonde, elle nécessite une compréhension assez intense des mécanismes même de la production de la souffrance en lien avec une certaine action, par exemple. De savoir quand on a envie d'arrêter de fumer, par exemple, si ça peut être ça, c'est de reconnaître en profondeur le mécanisme de la production, et le mécanisme aussi de savoir que si à court terme ça procure quelque chose de plaisant, à long terme ça peut procurer quelque chose de destructeur aussi. Savoir faire un peu le lien entre... Sortir du déni un petit peu, Oui. il y a cette notion-là dans ce que tu dis, il me semble. Oui. Je crois qu'on appelle ça la confession, je crois, dans les quatre Oui. formes d'opposition. C'est vraiment voir les choses clairement telles qu'elles Oui. sont, sans en rajouter dans la culpabilité et tout ça qui nous... Alors ça pourrait être le deuxième pouvoir d'opposition qui s'appelle le pouvoir de l'antidote. Ah oui, c'est ça. Pardon. Le pouvoir de l'antidote, ça va être de se dire, de se défusionner de ce manque, c'est ce qu'on a vu ce matin, qui est une des méditations possibles, c'est de se dire non seulement cette chose, elle ne me qualifie pas, non seulement cette chose, elle est douée de problèmes, véritablement, mais en plus, mon impulsion n'est pas moi. Cette impulsion, je l'ai, mais elle n'est pas moi. Et donc ça peut être une méditation sur l'absence de fusion entre moi et ce qui me traverse. En l'occurrence, certaines des fonctions de mon esprit, comme l'avidité, sont des choses qui viennent dans mon esprit, mais qui ne sont pas moi. Ensuite, on a le pouvoir de la base. La base, c'est d'équilibrer et de remettre un peu les points sur les priorités dans la vie aussi, et de reprendre une inspiration forte pour les choses qui ont du sens, ce que Martine disait comme étant l'engagement, les valeurs. Et puis le dernier pouvoir d'opposition, c'est la résolution. C'est l'action de se dire, à partir de maintenant, je prends cette décision. Et ça, ces quatre pouvoirs d'opposition, c'est ce qui permet de transformer une habitude. Alors nous, on peut parfois en faire qu'une de ces pouvoirs d'opposition. Parfois, on peut faire les quatre. Et puis parfois, on peut en faire aucun. Et même si on n'en fait aucun, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'action aussi sur... on peut réduire un peu l'environnement, se libérer de... Oui. Il y a par exemple les méditations analytiques où on réfléchit aux avantages et aux inconvénients. Oui. On retrouve l'équivalent en thérapie basique, on fait une balance décisionnelle. Mentalement, on cherche les défauts, enfin tout ce qui est négatif, par exemple, dans la prise d'un produit, et puis on regarde tous les avantages qu'il y aurait à s'en abstenir. Ouais. Et ça, dans un contexte de calme relatif, une posture un peu Ouais. comme ça, mais vraiment, je trouve qu'il y a un grand parallèle avec les méditations analytiques, de réfléchir tu vois, j'ai pas tout en tête exactement, mais on réfléchit d'une part aux inconvénients et d'une part aux avantages. Oui. Oui. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est souvent que ce premier pouvoir du regret, il est associé à une forme de... il va falloir rajouter une couche de négativité à ce que je ressens déjà, et c'est difficile à tolérer. Mais en fait, on se rend compte que ces quatre pouvoirs sont des causes circulaires cumulatives, et que parfois, quand on a travaillé sur l'absence de fusion avec ce comportement, d'ailleurs on dit pas, tu dis toi-même, c'est pas une personne... C'est pas un toxicomane, c'est une personne addicte. Donc tu fais déjà cette diffusion entre la personne et son comportement, ce que je trouve quand même vachement important. Mais une fois qu'on pratique l'antidote, on revient au pouvoir du regret, ce qu'on appelle le pouvoir du regret, avec un état d'esprit beaucoup plus sain, parce qu'on sait que là, c'est pas de nous qu'il s'agit. C'est pas nous qui avons agi de manière volontaire. On a été agi. On a été agi par ce comportement, par cette habitude, et de voir que cette habitude, elle est
elle n'est pas constructive, ne nécessite pas qu'on ait une forme de culpabilité, parce que de toute façon, on la reconnaît comme étant pas nous. Donc, quand on pratique ces 4 forces circulaires cumulatives, eh ben, chacune va améliorer l'appréhension qu'on a des autres aussi. Donc, c'est vraiment un travail de fond, comme une roue, Oui, comme une roue du Dharma, quoi. De toute façon, c'est un boulot, c'est un work in progress. Ouais. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à mon ami Eric. Oui. Alors, par rapport au manque, en fait, la psychanalyse dit qu'il y a des modifications possibles dans la façon de le vivre et dans la façon de se positionner donc, par rapport au manque. C'est déjà quand même positif. La situation n'est pas verrouillée. Il y a manière d'introduire du changement et une forme de souplesse par rapport à la situation initiale. Parce que, voilà, le manque, en fait, il est cause d'angoisse. Et pour qu'il y ait des effets sur la façon dont on vit le manque, il faut travailler sur des intermédiaires qui sont, il y a les symptômes, il y a les inhibitions et il y a l'angoisse. Donc la démarche analytique, elle a comme objet l'inconscient. Ça, je l'avais dit au début, mais je le répète parce que c'est important. Il faut y aller. Il faut plonger dans cette part de nous-mêmes qui nous échappe, puisqu'elle est inconsciente, mais néanmoins qui est terriblement active et qui détermine énormément de choses dans notre vie. Donc l'analyse ou les thérapies d'inspiration analytique nous invitent à faire cette plongée qui est en même temps une traversée. Il s'agit en fait de voir, souvent on travaille avec la dimension infantile qui est en nous, puisque le propre d'un enfant, c'est d'être intolérant à la frustration. Un petit enfant, il y a un objet qui lui plaît, il le veut tout de suite. Un enfant, il n'attend pas. Moi, j'ai un petit garçon là, qui a 4 ans, il est dans cette phase de la vie, dans cet âge de la vie où il faut que la satisfaction vienne tout de suite. S'il n'a pas la petite voiture qu'il veut, il va me faire une crise. Ce qui se passe, c'est que même chez l'adulte, l'enfant est toujours là. Alors plus ou moins présent, plus ou moins impatient et intransigeant, mais il est toujours là. Donc la thérapie analytique, elle va nous faire travailler avec l'infantile. Et quand on arrive à désamorcer un peu ce côté infantile et à traverser d'autres identifications, alors je fais un petit schéma. Voilà, ça c'est le moi, parce qu'il faut que je revienne aussi à la tripartition de notre psychisme selon la psychanalyse, enfin la première tripartition, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a le moi, le ça et le surmoi. Le moi, en fait, il est constitué de plein de i, et tous ces i, ce sont des identifications. Voilà, c'est des images, des représentations de soi-même qui sont conscientes, préconscientes ou inconscientes, et qui sont extrêmement actives. C'est des formes de croyance. On croit qu'on est ceci, on croit qu'on est cela, et ça forme en fait des points de fixation et des rigidités dans notre fonctionnement interne. Et le propre du moi, c'est de ne pas accepter le manque. Le moi ne veut pas de manque. Le moi, il crée une espèce de... On vit dans une néo-réalité, donc on est toujours à côté de la réalité. Et c'est une néo-réalité qui veut la satisfaction et qui veut surtout ne pas être confronté au manque. Donc le travail, en fait, le travail de l'analyse va progressivement nous faire traverser, nous faire déjà repérer toutes ces identifications en nous. Et c'est comme des habits, on va se dévêtir, on va en fait se dépouiller et on va s'approcher de cette zone centrale en nous, mais d'une manière pacifiée et avec moins d'embrouille. Parce qu'en fait, le moi, il est source d'embrouille. Hein, il refuse, il est dans une position de refus par rapport à la réalité. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe de plaisir, c'est en fait une position basique, c'est qu'on veut du plaisir tout de suite. On est intolérant à ce qui s'oppose à notre plaisir. Mais quand on grandit psychiquement, on quitte partiellement
Donc, le principe de plaisir. Vous l'avez dans le. Édouard vient de prendre une photo de la. C'est dans le chat, le diagramme que vous êtes en train de vous montrer, Eric. Voilà. Donc on quitte un peu ce fonctionnement qui s'appelle le principe de plaisir, et on va vers le principe de réalité, c'est-à-dire l'acceptation, pour le dire autrement. Donc on va vers cette relation possible, parce que ça ne marche pas à tous les coups, c'est comme dans le bouddhisme, il y a malgré tout cette possibilité pour certaines personnes d'avoir une relation pacifiée avec le manque, et d'être davantage dans l'acceptation. Et ça change totalement la vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus en conflit avec la réalité, avec ce qui nous limite, avec ce qui manque, avec notre condition d'être humain, c'est-à-dire la finitude, l'incomplétude et le fait qu'il y a la mort à l'horizon. C'est un travail d'acceptation. Et, alors, il y a différentes étapes dans la façon de travailler. Il y a déjà, alors il y en a beaucoup, mais je vais juste les mentionner. Quand on commence un travail comme ça, il y a déjà un rapport à la parole qui va changer. C'est ce qu'on appelle l'association libre. C'est-à-dire qu'on va lâcher prise par rapport à nos interdits, par rapport à l'autocensure, et on se lâche, enfin, on essaye. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent des petits fils dans notre parole, ou des éléments langagiers sur lesquels on va tirer. Et il y a toujours quelque chose qui vient. Et généralement, ce qui vient, c'est des choses importantes dans notre économie psychique. Il y a ensuite la reconnaissance qu'il y a toujours du vouloir dire en nous. Souvent, il s'exprime d'une manière... il a sa propre langue. Le symptôme, c'est un vouloir dire. Alors, tu peux développer le vouloir dire, ce que ça te... C'est un vouloir dire intérieur, et tant que ce n'est pas reconnu et traduit, ça va se répéter. C'est un espèce de sens caché, le vouloir dire. Si tu veux, ouais. Voilà, ça s'exprime d'une manière indirecte, d'une manière que ça peut être codé, et il s'agit en fait de lire. Quand tu proposes un travail thérapeutique, en fait, tu invites le patient à lire son intériorité. Parce que généralement, on est toujours loin de nous-mêmes. On a un rapport à nous-mêmes qui est complètement... on n'est pas du tout branché sur nous, on est complètement tourné vers l'extérieur. Et là, il s'agit il faut y aller, on y va, on ouvre les valises, et puis on voit ce que ça veut dire, on voit ce qui est là à pousser, et généralement, on en rajoute toujours, on met 36 couvercles, on achète tous les verrous possibles, et puis on verrouille tout ça, parce que c'est des choses qui généralement ne sont pas forcément agréables à reconnaître en nous, mais qui sont là. Et tant qu'elles ne sont pas reconnues, ça va insister. Et tu peux passer ta vie à lutter, à être en conflit contre ce vouloir dire. Donc déjà, dans le travail thérapeutique, eh bien, tu acceptes ça. Il y a un vouloir dire. Il s'exprime de cette manière-là, et tant que moi, je ne vais pas le dire, eh bien, ça insistera. Il y a pratiquement une autonomie. C'est un mécanisme qui est là, complètement ancré, et qui pousse. Donc il y a ça. Il y a une chose basique, il faut reconnaître sa souffrance. Car souvent, on ne veut pas reconnaître qu'il y a des blocs de souffrance en nous, et on essaye de les mettre de côté. Mais là, il faut y aller. Là aussi, il faut regarder ça en face et se dire, effectivement, je souffre. Il y a des choses en moi qui ne vont pas du tout, et il faut que là aussi, j'aille voir. Il faut s'approcher de ça. Et souvent, il y a énormément de résistance. C'est pas facile de se dire, effectivement, il y a tout ça en moi, et ça pleure à l'intérieur, ça crie, ça tambourine, ça s'agite. Il faut y aller. Là aussi, il faut y aller. Il y a le principe de responsabilité, c'est-à-dire que c'est très important de se dire à un moment, en fait, par rapport à ce dont je souffre, même s'il y a eu toutes les causes extérieures, etc., qui font que, effectivement, j'y suis pour quelque chose. Parce que dans ce qui t'arrive, même si tu vis les pires événements, il y a, alors c'est peut-être un grand mot, mais il y a une forme de liberté du sujet, en tout cas c'est comme ça que la psychanalyse entend, dans ta manière d'interpréter ce qui t'arrive, dans ta manière de te positionner par rapport aux événements qui arrivent vers toi. Il y a une marge de mouvement. Alors ça peut être difficile à accepter, parce que quand tu vis des gros trucs, des traumatismes, des trucs effrayants, tu te dis, elle est où la marge de liberté? Mais il faut quand même essayer de concevoir ça pour justement
te dire que ça peut bouger. Sinon, le truc est verrouillé. Donc il y a le repérage aussi des répétitions, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, pour être très concret, dans quelle répétition au quotidien, quand est-ce que l'angoisse arrive, quand est-ce que je sens poindre l'angoisse en moi. Et à ce moment-là, tu essayes de voir le paysage, les conditions déclenchantes, en fait, dans l'angoisse. Il y en a toujours, pour n'importe quel sujet humain, il y a des conditions de déclenchement. Sauf que généralement, elles sont inconscientes, elles sont inaperçues. Et là, c'est un travail d'analyse et d'observation. Il faut s'arrêter, un temps d'arrêt, et essayer de voir ce qui se passe, ce qui vient de l'extérieur, ou ce qui vient, ça peut venir uniquement de l'intérieur, hein, ça peut être, mais essayer de vraiment d'observer tout ça. C'est capital. Ensuite, c'est aussi une chose basique, c'est de se prendre conscience que le passé, souvent, il n'est pas passé. C'est ça qui te compte. C'est-à-dire que le passé, il vient recouvrir ta perception du présent. Et ta façon de te situer dans le présent, elle est complètement... C'est comme si tu avais des lunettes, des prismes qui te faisaient percevoir ton présent, mais en fonction du passé. Et ça, c'est une aliénation. Tu es emprisonné dans des schémas qui appartiennent au passé, mais qui te font te situer dans le présent de telle ou telle manière. Et là, il s'agit de t'en libérer. Parce que généralement, ça réduit tes possibilités, ça te détermine à voir les choses toujours de la même manière. En fait, il y a des scénarios répétitifs en nous. Même si les costumes changent, même si les personnages changent, la distribution des rôles est toujours la même. Et ça, il faut repérer ça. On a un éventail de scénarios en nous qui n'est pas si large que ça. Il y a même dans la psychanalyse, on parle du fantasme fondamental. C'est vraiment le prisme principal à partir duquel tu vas avoir différentes petites paires de lunettes, mais c'est pas infini. Et ça, il faut les repérer, il faut les faire sauter, il faut t'en libérer. Après, il y a le pouvoir de la nomination, c'est-à-dire que tu vas repérer la chose, tu vas les identifier tout ce que je viens de dire, et tu vas les nommer. Et le pouvoir de nomination, il est très important parce que ça crée de la distance et ça crée une ère de dégagement. Donc c'est tout bénef en termes de liberté et de fluidité. C'est-à-dire que les choses qui étaient figées, rigidifiées, eh bien, tu sens qu'à nouveau c'est en mouvement. Par rapport à tout ça, effectivement, il y a la possibilité et la faculté d'accueil. Parce que par rapport à sa propre souffrance, par rapport à ce qui est actif en nous et, de manière inconsciente, c'est graduel comme processus. Là, j'expose tout ça en brochette, enfin, les choses ne se font pas comme ça. Et il y a cette possibilité d'être là, de laisser émerger, de laisser monter, et de dire, ouais, là maintenant je vais accepter, je regarde, je reste en présence. Et là, il y a des points communs avec la pratique de Vipassana, par exemple, c'est évident. Et tu restes en présence, tu goûtes la chose, et là aussi tu vois que ça c'est pas si solide que ça, quoi. Ça peut se défaire. Par l'analyse, par la vue, tu vois que c'est fait de différents éléments et que ça peut se défaire et que toi tu peux t'extraire. Parce que c'est des petites prisons en fait, dans lesquelles on est coincé. Ça se défait, et là ça respire psychiquement, quoi. C'est important. La transformation, elle a lieu là. Hein. Et puis, comme le processus, toutes ces étapes-là, enfin tous ces éléments-là sont en place, fonctionnent, sont opérants, il y a la possibilité d'être davantage dans le désir. Donc, ce qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire le désir comme moteur qui te porte à aller vers des grands buts, pour le dire comme ça, dans ta vie. Et tu peux danser, tu as un rapport beaucoup plus souple avec les éléments de ta vie, avec ce qui vient, même avec les épreuves, hein. Tu vas y vivre différemment. Il y a de la souplesse, voilà. Pour ça que le terme danse, tu danses avec la vie. Mais là, tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'y arrive pas, mais c'est une possibilité de cette pratique, de cette démarche. Et à partir de là, forcément, le manque, tu vas le vivre différemment. Ça sera beaucoup moins angoissant. Ça sera, si tu veux, c'est le manque angoissant qui se transforme en principe d'ouverture. Donc il y a de l'ouvert en toi. Et là tu accueilles.
qui accueille beaucoup plus de choses, et tu es dans une façon de vivre qui est radicalement autre. Et voilà, ça vaut la peine. Donc François-Xavier, comme on partage le temps. Ah ouais. Attends, j'ai une petite problème technique. J'ai la carte qui est pleine. Bon, bah tant pis. Je ferai avec le son qui est là. À propos de quoi je les façons dont tu peux vivre le manque différemment, où tu peux l'améliorer, améliorer le modification, rapport, mutation, transformation, vécu différent du manque. Ok. J'ai juste une petite question préalable sur le contexte. Je vois qu'il y a un couple qui est apparu, qui était absent ce matin. J'aimerais bien, donc je me présente, François-Xavier Cohn, intervenant, psychologue et yogi. Ravi de vous accueillir. Vous êtes? Oui, on était là, mais on était dans la voiture, donc on était là ce matin. Ah, vous avez un léger accent du Sud. Vous êtes où? À Narbonne? Non, mais on devait faire quelque chose ce matin, donc on vous écoutait, et en même temps on était dans la voiture. Ben, très bien. Alors juste, vous êtes qui? Vous étiez dans la voiture, d'accord. Ça c'est une information, mais il me manque une information, à savoir votre identité et qu'est-ce qui fait que dimanche après-midi à 15h08 et 38 minutes, vous êtes en visioconférence avec nous sur ce thème ô combien passionnant du manque. Et évidemment, la question qui va venir, c'est qu'est-ce qui vous manque pour que vous soyez au cours du manque. Voilà, donc Lisette, je suis assistante sociale. Et donc je travaille beaucoup avec différents publics dans différentes situations, voilà, dans le rétable de la vie. Et j'étais là hier aussi pour avec Martine. Martine, oui. Voilà. Et donc c'est des sujets qui m'intéressent toujours personnellement, mais aussi pour nous faire accompagner les familles dans mon travail. Ah, bienvenue, je suis thérapeute familial également. Et vous, monsieur? Alors, moi, c'est Jimmy. Alors, je m'intéresse au bouddhisme depuis plusieurs années et à la psychologie depuis aussi très longtemps. Et donc, voilà, un peu drogué au bouddhisme depuis longtemps. Donc, c'est une bonne drogue. Oui. Une bonne drogue, oui. Vous continuez avec celle-là. N'arrêtez pas. Vous pouvez même augmenter le niveau de dépendance. Très bien. Voilà, après, voilà, je trouve que justement le programme aussi de ce week-end est très intéressant, justement le pont entre la psychologie et ce que propose le Dharma. Oui. Après, ça peut être aussi de voir différents points de vue. Je pense qu'on apprend un petit peu de tout le monde. C'est aussi riche en fait. Hein. Par exemple, la journée d'hier était très riche. Oui. Justement, et donc Juste, je vous interromps parce qu'après je ne vais plus avoir de temps pour parler. Juste le manque, c'est qu'est-ce que ça inspire chez vous? Je pourrais dire, c'est un petit peu, oui, alors il y a la question de la solitude qui peut être liée, le besoin de relation. Ouais. Le manque, ça peut être aussi, oui, voilà, sur ça. Okay. Le manque de sens, ça peut être aussi, par rapport aussi à ça. Voilà. Ok, je vous remercie, très bien. Bon, je vais parler. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Alors oui, juste une aparté, après je vais essayer de rester dans le thème. Je vous ai parlé du littré ce matin, et sur le fait que le terme, le nominatif, le manque n'existe pas. Puis j'ai continué quand même. Et alors je suis tombé sur une chose qui manque. J'ai appris des choses. Ça nous intéresse, les enfants militaires. La manque. La et là, plus loin, manque. Ouais, vous savez ce que ça signifie? La manque, c'est précisément le fait d'être
absent au moment de l'appel et du lever des couleurs et du baisser des couleurs. Vous voyez, c'est une signification qu'on a totalement oubliée. Enfin, moi, j'ai découvert quelque chose à travers cette affaire, hein, la manque. Ce qui incite à réfléchir évidemment sur tous les apports de Michel Foucault sur la question du contrôle des institutions et des institutions qui, à partir du moment où on passe du pouvoir monarchique à la démocratie, sont des institutions qui sont construites sur le modèle militaire. Bon, la question, c'est-à-dire la question, c'est le contrôle, l'autocontrôle. Jusqu'où je peux me contrôler, jusqu'où je ne peux plus me contrôler et je délègue à mon insu ou de mon plein gré le contrôle à l'autre, hétéro. L'autre personne, institution, enfin tout contexte qui suggère une activité groupale. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de rester dans le thème sur la question de comment faire avec le manque. Donc je vous rappelais, je reviens à cette question importante, des manques fondamentaux, c'est-à-dire ceux dont on sait que être privé de l'air, ailleurs, de l'eau, nous met immédiatement dans une posture de mort proche, d'accord? C'est-à-dire que les objets absolus, indispensables à la vie, l'air et l'eau, d'accord? Il y a une autre fonction que l'air ailleurs a par rapport à la question du manque. C'est au-delà du fait de respirer, qu'est-ce que ça permet, l'air ailleurs? C'était bon le Libanais. Hein? C'est de faire vibrer les cordes vocales et de permettre le son. Le son dans l'histoire de l'humanité, ça commence par le cri, ensuite le chant et ensuite la parole. C'est-à-dire que la parole est le dernier venu dans les modes de communication qui sont provoqués par la vibration et l'inspire, expire, inspire, expire. Vous commencez à trouver des choses qui vous sont familières sur ce qui se passe dans cette maison et ailleurs évidemment. Alors, il y a une anecdote. Ça m'étonne que notre ami psychanalyste n'en ait pas parlé, qui est fondatrice de cette question du son et du langage, de l'importance du langage dans la mesure, là je vais faire le lacanien, où c'est le langage qui introduit dans la dimension symbolique, c'est-à-dire la dimension symbolique du langage, c'est pouvoir nommer en direct, mais c'est aussi nommer l'absence. D'accord ? Tous les étudiants en psychologie, je sais qu'il y en a quelques-uns là qui ont tenté, on est nombreux ici, on est les deux rares à être allés jusqu'au bout de ce groupe, mais on nous a fascinés avec la fameuse histoire du jeu de la bobine chez Sigmund Freud. Vous ne connaissez pas ça? La bobine. La bobine. Tu as oublié la bobine? Bon, la bobine. Un des textes princeps de Freud, alors je ne me souviens plus dans quel bouquin, mais peut-être tu pourras me... Enfin, peu importe, c'est... Il évoque une histoire personnelle qu'il est en train de garder, enfin d'observer plus précisément. Son neveu, c'est son neveu, qui commence à balbutier, etc., etc. Et en même temps que la mère disparaît, le neveu se saisit d'une bobine et commence à évoquer les deux sons qui évoquent l'absence ou la présence, allemand, forte, éloignée, da, présent, au moment où la maman disparaît. Et Freud a une illumination dont on profite, c'est-à-dire
il découvre que l'ébauche du langage permet la maîtrise de l'absence et la crise du manque, etc. etc. D'accord? Et c'est à partir de cette nomination qui fait que peut-être ce que tu as évoqué à travers la cure analytique, les différentes psychothérapies fondées sur le langage, les associations libres, d'accord, va permettre de sublimer, Oui, on peut le dire comme ça. de dépasser Voilà. cette distance, notion humaine. C'est-à-dire que le manque fondamental que tu as évoqué, effectivement, c'est la diffusion d'avec la mère et la séparation. Ok, ça va? Juste, n'oublions pas le rôle du père dans cette affaire. Jamais. Alors, Jamais oublier le père. Hein. bon. Alors juste, moi j'ai un niveau de frustration et de manque par rapport à la suite de l'histoire de Freud. C'est-à-dire, comment il réagit lui? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans la posture de l'observateur qui observe sans intervenir? Ou est-ce qu'il intervient pour soutenir, accompagner la verbalisation et permettre à son neveu de sentir que, ok, la mère, je vais paraphraser Lacan, n'est pas toute. C'est-à-dire, elle n'est pas seule, indispensable à l'anxiété, l'angoisse de séparation, de diffusion, etc. etc. J'ai encore combien de temps? C'est difficile à dire. Ah, Encore, je sais pas, 5-10 minutes. 5-10 minutes, ok, merci. Alors, vous avez bien compris que je suis extrêmement critique avec la pensée duelle occidentale qui consiste à scinder le manque en deux aspects avec le manque physique, le manque psychique. Cloisonnement qui aboutit à créer, en tout cas dans notre pays, les experts du manque psychique, tendance psychanalytique, tendance psychologique, psychothérapie, des experts du manque physique, les chimiothérapeutes, les médecins, les psychiatres, les laborantins, les biologistes, les chercheurs, etc., pour lesquels l'être humain n'est qu'un assemblage de neurones dans un corps physique et que la question du manque est strictement une question chimique. Avec cette compétence formidable qu'on a dans notre pays, plutôt que de penser qu'on peut être complémentaire, à évidemment vouloir imposer la pensée dominante de l'un ou de l'autre sur, de toute façon, des fausses croyances et une dualité qui, pour moi, est un mensonge éhonté et une malhonnêteté intellectuelle. Bon, je ne reviendrai pas sur les effets et les causes catastrophiques. Alors, le manque de souffle, privation fondamentale et le manque d'eau. Sur le manque de souffle, moi je travaille avec le yoga. Apprendre à inspirer, apprendre à respirer. La méditation, comme vous l'avez fait faire en pratique, c'est-à-dire comment refaire circuler cet oxygène pour amplifier l'aspect réparateur ou de maintien du corps dans son ensemble, du corps holistique, soit dans son état ou augmenter ses capacités holistiques ou à défaut maintenir, contraindre les effets du vieillissement, de l'âge, etc. et de la dégradation. D'accord? Avec tous ces mouvements d'observation interne, externe, etc. C'est-à-dire ce qui est aussi à l'origine du langage. En même temps que la pratique du yoga, j'autorise dans ce type de contexte la verbalisation des affects, des émotions
enfin de ce qui s'est passé entre le début de la séance et la fin de la séance, c'est-à-dire sur les modifications, petites modifications internes et externes, sur le yoga qui est celui que je pratique, c'est-à-dire les énergies subtiles, avec toute cette prise de conscience de tout ce qui nous alimente dans l'immédiateté et au-delà de la limite physique du corps et bien évidemment des limites de l'esprit. Je préfère le terme d'état d'esprit au terme de conscience dans la mesure où conscience peut implicitement renvoyer effectivement au corpus psychanalytique et je trouve que état d'esprit c'est beaucoup plus ouvert. State of mind en anglais. Ça ouvre plus. Et la question de la compulsion, c'est de ça dont il s'agit dans ces effets privation, excès, privation, excès, etc., dans ce jeu avec les états de manque, fait que, c'est dépasser justement cette dualité et cette crainte. Alors, oui, pour moi, la question de l'addiction, que je préfère à toxicomanie, je rappelle, addiction, addictus, donner son corps en paiement d'une dette, qui vient du latin et du roman, comment le usager de drogue par voie intraveineuse devient son propre esclave, et se met ensuite sous la dépendance des instances pharmacocratiques, juridiques aussi, jamais oublié, l'usager de drogue, quel qu'il soit, est un délinquant. C'est donc la rencontre entre un état d'esprit, un moment, un contexte, et, je suis en train de dire le troisième, juste un petit instant, où est-ce que j'ai mis ça? Alors bon, je continue sur un certain nombre de points classiques. La drogue ne fait pas le toxicomane, pas plus que le dealer fait le toxicomane. Le contexte, la société fait le toxicomane. Bon, les théories du bouc émissaire, je vous ai raconté, le drogué, l'immigré, le contestataire, le terroriste, la question du produit, où est-ce que j'ai écrit ça, excusez-moi. Donc la drogue ne fait pas le toxicomane comme étant Non. l'idée que c'est pas la drogue uniquement qui constitue... Voilà, merci, ça me permet de revenir à la surface. C'est-à-dire c'est la question effectivement de la mémoire. Et sur cette question de la mémoire, il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des mémoires cellulaires, c'est aussi des choses sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire que le corps a des mémoires. J'ai été étonné, surpris de voir des usagers de drogue par voie intraveineuse qui faisaient tous bien le travail, ils faisaient le boulot, la thérapie, comme je vous ai raconté, ils faisaient repentance, ils payaient leurs dettes au niveau de la justice, etc. Ils faisaient tout bien, ils allaient bien, 2 ans, 3 ans, ils changeaient de contexte, changement de contexte, très important, changement de contexte. À défaut de pouvoir contrôler le contexte, changer le contexte, d'accord ? Changer le contexte. Et combien, alors ils partaient, alors à l'époque la mode c'était les communautés thérapeutiques avec macramé, folk song, la terre, les moutons, les vaches, tout ça. Bon après ils ont trouvé d'autres types d'insertions, je suis un peu caricatural. Juste un peu. Juste un peu. Enfin bref, tout était restabilisé. Un des meilleurs exemples que j'ai eu, ça se passait en Saint-Denis à l'époque où il y avait des usagers qui précisément organisaient. C'est des bons soignants, c'est des bons thérapeutes, les usagers de drogue. Ça en oublie cette affaire. Il avait créé en Seine-Saint-Denis, il avait créé un espace, une salle d'injection pour lesquelles je militais moi depuis les années 90, des salles d'injection pas médicalisées, puisque c'était lui qui permettait aux usagers de drogue par voie intraveineuse de venir se
piquer chez lui à condition qu'il respecte, pas de violence, pas de vente sur place. Lui, il se faisait payer, chaque fois qu'il y avait un passage d'un usager, il se faisait payer qu'une petite dose d'héroïne, ça lui payait sa consommation. Un agent de prévention remarquable. Rien à dire. C'est ce que les Suisses ont impliqué déjà en Allemagne, ils ont fait des salles d'injection médicalisées, enfin, etc., etc. Et ce garçon, lui, il a décroché à la dure. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il avait une héroïne d'excellente qualité, il n'avait pas de problème. Mais au bout de 10 ans, il en avait un peu ras-le-bol, il voulait arrêter. Il n'avait jamais connu une institution. Alors ça, c'est par les dispositifs de réduction des risques. J'étais responsable de l'équipe de réduction des risques à cette époque-là en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre la demande et qu'il s'aille au fond, eh bien, on a modifié la pratique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la réduction des risques. On va au-devant des usagers. On va sur les scènes d'usage. On va sur les scènes de deal, etc., pour fournir du matériel d'injection stérile, fournir des préservatifs, donner des cotons, donner des conseils, et essayer de leur dire, peut-être là, tu n'as pas envie d'arrêter, peut-être tu aurais besoin d'un médecin généraliste. C'est l'accompagnement, car on a oublié, avec ces histoires de pensée duel, que le toxicomane, tel qu'on l'appelait, toxicomane allégué, c'est pas qu'un esprit, c'est pas qu'un inconscient et un psychisme. Le toxicomane, il a un corps. On a redécouvert brutalement avec les histoires de sida et d'hépatite qu'il avait un corps et qu'il fallait soigner le corps dont on pensait que c'était méprisable, etc., etc. Dans ce contexte, ce garçon décide d'arrêter. Non, j'arrête à la dure. Ah, mais attends, nous on a un problème. On va faire comment avec ta mise à la retraite, puisque tu décides de partir à la retraite, de fermer la salle d'injection sauvage, ça nous pose un problème. Tu ne peux pas arrêter comme ça. Alors, tu es bien conscient du problème. Surtout c'était un agent de prévention remarquable. À l'époque, c'était le démarrage des échanges de seringues, des récupérations des seringues stériles. Il avait, comme dans une autre vie, il avait été ingénieur aéronautique, il était d'une précision au millième de millimètre. C'était le meilleur, on récupérait 99% des seringues qu'il distribuait ou qu'il proposait aux usagers qui venaient chez. Remarquable, remarquable. Et on venait récupérer les conteneurs avec les seringues et tout, c'était vachement bien. Et on avait le chiffre, il avait metté le chiffre des seringues, etc. Et alors, pour l'histoire, on a mis en place on avait un bus d'intervention et le moment où je voulais décrocher tout seul, à la dure, sans aucun produit, sans méthadone, sans rien, etc., uniquement avec notre soutien, on avait mis en place un bus dans un coin discret. On avait renoncé à travailler avec la police parce que ça c'est impossible malgré tous les efforts qu'on a fait. Et pour que progressivement les usagers qui étaient toujours dans cette terreur du manque physique et qui souhaitaient continuer et en même temps trouver un lieu d'injection où ils sont en sécurité parce que chez eux c'est pas possible, parce que au boulot c'est pas possible, etc., de venir discrètement, où là j'avais 2 éducateurs, enfin, un éducateur et une infirmière qui faisaient le travail de suivi et pour progressivement les amener à se faire hospitaliser pour le sevrage ou rentrer dans les programmes méthadone puisque la salle d'injection elle est fermée. Et notre gaillard part, on trouve un viticulteur en Bourgogne, c'est un après-midi, la Bourgogne, très bon endroit pour pallier au manque. Il y a des tas de bonnes choses en plus. Enfin, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a évoqué. Et part en Bourgogne, c'était un gaillard du 9-3, il avait grandi dans le 9-3, il avait une activité économique dans le 9-3, et il avait réussi comme ingénieur dans l'aviation dans le 9-3, et puis il s'est retrouvé au chômage brutalement, tac, et là il a fait une carrière d'héroïnomane. Et il se passionne, évidemment en Bourgogne, pourquoi on se passionne? Pour la vigne et pour le vin. On tombe avec
un viticulteur, producteur, qui joue le jeu. On lui met clairement, le garçon en question, on lui dit clairement d'où il vient, il joue le jeu, dis-moi votre histoire, c'est pas le problème, mais si tu veux, voilà. Maintenant, on avait malheureusement des mauvaises pensées. On s'est dit, 15 jours, 3 semaines, on va le retrouver à Saint-Denis, à Clos Saint-Lazare, machin, en train de... Il tient le choc. Il arrête. Pas de crise de manque, sans produire. En 15 jours, il file en Bourgogne. Ça se passe merveilleusement bien. On continue le suivi parce qu'il y avait des affaires retard de justice, etc. qui traînaient. 2 ans, 3 ans, ça tient magnifique. De temps en temps, on l'avait au téléphone quand même. Il reprend l'affaire, il prend goût à tout ça, il se passionne pour tout ça. Fantastique, fantastique. Il est obligé de revenir à un moment donné sur la scène du crime, j'ai envie de dire, pour des raisons familiales et pour des raisons aussi de papier, d'adresse, etc. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'il avait arrêté. Et j'ai entendu ça des dizaines et des centaines de fois. François Xavier, au fur et à mesure que je me rapprochais de l'endroit où j'avais les habitudes je te jure, j'avais aucune envie, j'avais aucune sensation de manque. Et je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé chez le dealer, et c'est au moment où j'avais le shoot, je l'avais préparé et que je me suis fait mon shoot, que je reprends conscience, je retrouve mon esprit. On dit, qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre des automatismes et des mémoires corporelles, cellulaires, neuronales, etc., qui font que oui, le contexte est beaucoup plus puissant que la volonté ou l'état d'esprit du sujet addict. J'ai le temps pour raconter une autre anecdote. Non. Non, désolé, là, je pense qu'on Merci. On la garde peut-être pour l'échange après. Oui. Juste Ouais. importance pour dépasser ces états, la pratique du souffle. Merci. Alors, est-ce que vous voulez intervenir? Sur une petite chose, Oui. c'est sur l'écrit. Sur l'écrit. Le fait. C'était remonté jusqu'à Freud et à l'enfant le simple fait Le de cri, parler de sa mère, le cri, le simple fait de nommer verbaliser et éventuellement ensuite ça a des vertus thérapeutiques. L'écrit. Écrire. Par le cri. Ah oui, pardon. Il a compris le Non, mais cri. ça va. D'abord la verbalisation et puis après donner, puisqu'on est quand même dans la question de comment peut-être faire avec le manque et qu'est-ce qui peut l'alléger, des choses comme ça, je pense que simplement l'écriture, déjà, par exemple, peut avoir des vertus vraiment, en tout cas elle a eu pour moi et d'autres personnes que je connais, parce que ça permet cette mise à distance. Il y a 2 aspects, il y a le fait de passer d'un fait brut qui est vraiment difficile à supporter et le simple fait de le coucher par écrit, comme on dit. Déjà, voilà, on satisfait l'esprit, tout simplement, de la souffrance immédiate qu'il a devant le fait brut. Donc le simple fait d'écrire, ça peut amoindrir le manque, on va dire, au moins sur cet Je pense que ça aspect-là. peut participer à la distanciation aussi. Voilà, et c'est ça, ça a les 2 aspects, hein. Il y a vraiment les 2 aspects. C'est-à-dire, il y a l'aspect, il y a même 3 aspects, hein. Il y a l'aspect un petit peu manip, quoi, hein. Je veux dire, du prestidigitateur, hein, classique, où on distrait un peu l'esprit, et pendant ce temps-là, il ne souffre pas, puisqu'il fait autre chose, donc il écrit. Et pendant qu'il écrit, en même temps, peut se produire une distanciation, déjà. C'est une avance. Voilà, je voulais juste rappeler Par rapport à l'angoisse aussi, par exemple. Voilà, par exemple. Lacan a pensé cette thématique-là. Et sur un de ses séminaires, donc une année entière, en fait, il a travaillé sur Joyce, l'écrivain Joyce. Ouais. Et il disait, Joyce, grâce à son écriture, en fait, il a tenu dans la vie, et il est parvenu en écrivant au meilleur résultat qu'il aurait pu obtenir grâce à une analyse. Uniquement par l'écriture, parce que tu as une mise en forme, tu as effectivement un processus de distanciation, et c'est capital. Voilà, donc effectivement, c'est tout à fait juste. Ouais.
l'écriture. alors, évidemment, voilà, je veux dire, il y a des personnes pour qui ça va être ça, puis il y a d'autres personnes qui Non, ça va bien être sûr, la mais peinture. l'écriture fait partie de la boîte à outils. Voilà, l'expression en tout cas, l'expression. N'importe quelle artistique, expression on va dire. artistique, à partir du moment où tu peux la signer, parce que tu as l'importance du nom, et de t'approprier ton nom, et en fait d'être dans ton nom. Parce que, je le dis comme ça, on ne se rend pas compte en fait de l'importance d'être en bonne relation avec son nom et de réellement l'accepter. Il y a des gens, ils sont à côté de leur nom. Et dans la psychose, c'est un élément extrêmement important de pouvoir s'approprier son nom et signer. Parce que ça fixe l'identité. Dans la schizophrénie, tu pars, tu as un morcellement, c'est des sujets qui sont soumis au chaos interne. Et le fait de pouvoir se rassembler grâce en fait, à la signature, que ce soit une peinture, un poème ou des romans comme Joyce, c'est un effet hautement thérapeutique. Et c'est vrai que du fait que tu dis ça, il y a aussi le dernier, un autre prolongement encore, c'est de donner à lire ou à voir. En plus, Ce c'est que l'autre. Voilà. Ouais. Et quelque part, ça. Une reconnaissance. Voilà, et Oui. l'aspect reconnaissance, et puis aussi l'aspect sortir, par exemple, de cette culpabilité qu'on peut développer par rapport à tout ce qu'on vit, etc., etc. Et le simple fait, par exemple, de donner un texte qui parle de ça, par exemple, à lire à d'autres personnes, là, éventuellement, on recueillera des avis très différents de toutes ces personnes. Et voilà, et des négatifs, positifs, etc. Et tout ça, ça contribue à relativiser énormément le jugement personnel qu'on porte sur soi-même, quoi. Par exemple. Ça favorise le lien social. Parce que tu donnes quelque chose, tu exposes quelque chose de toi à l'autre. Voilà. Et donc, que ce soit un jugement positif ou négatif, tu te réinsères dans le circuit de l'échange social et du lien. Voilà, Parce que souvent, parce que ces personnes du côté de la psychose, ils sont complètement enfermés dans leur univers, qui est souvent impartageable. Parce qu'on parle du Est-ce qu'on manque. peut peut-être laisser la parole à toi, parce que c'est c'est très intéressant ce que tu racontes, et je vois qu'il y a d'autres personnes qui en ont parlé. Vous avez peut-être des manques personnels que vous avez réussi à un petit peu à des trucs, un petit peu. Moi, c'est dans ce sens-là un petit peu que je le disais, c'est parce que l'écriture m'a permis par rapport à certains types de manques de. En ligne, n'hésitez pas, hein, si Ouais. vous voulez. Même partager les moyens qui pour vous ont été un peu ceux de transformer un manque, par exemple. Parce que je pense que c'est le sujet de cette session aussi de. Alors, juste si je peux me permettre, transformer ou combler? Question, hein. Alors, ça, c'est un peu dépendant de ta position, de dire que tu passes d'un manque à un autre, et en fait que le manque positif, c'est la transformation du manque négatif. Dans le bouddhisme, ça se dira, c'est l'élimination d'un manque et la création d'un manque qui est d'une toute autre classe, en fait. C'est deux systèmes qui ne sont pas communicants. D'où tu tires ça? Excuse-moi. Une perturbation mentale ne peut pas être la cause d'un facteur mental constructif. Ils n'ont pas le même système de production. Ça, dans les textes, c'est assez clair, les textes comme Asanga, puis on le retrouve dans les sutras. C'est pas deux choses. On ne peut pas dire que l'avidité devient l'aspiration. Un facteur mental non constructif ne peut pas être la cause d'un facteur mental constructif. D'accord. Alors, Par contre, En termes de nature. En termes d'énergie, c'est la transmutation, enfin, d'une perturbation. Mais c'est pas une transmutation. Dans ce cas-là, c'est pas une transmutation. Pour le système d'une perturbation mentale, c'est un pouvoir. C'est comme le chaud et. Bon, enfin non, c'est pas comme le chaud et le froid, parce que le chaud. Mais par exemple, la colère, l'énergie de la colère que tu arrives à. On parle d'hostilité. Disons plutôt hostilité pour pas commencer à penser que la colère puisse avoir quelque chose de positif. Non. L'hostilité, vraiment la volonté de heurter quelqu'un, Ouais. peut pas se transformer en bienveillance. Ça, dans le. Ce qui alimente la volonté de heurter quelqu'un. L'énergie première, la base énergétique, je peux le dire comme ça. Il y a quand même moyen dans le bouddhisme, c'est envisagé, cette espèce de torsion. Ce changement d'utilisation d'énergie. On passe de l'un à l'autre, mais l'un ne devient pas l'autre. ah oui, d'accord, C'est- on passe de c'est la un mot, là. et la question. Ah non, c'est question de nature, c'est important de. Pas de l'un à l'autre, mais le passage, il a lieu,
s'il n'y a passage, c'est qu'il y a lien. Non? Non, Il n'y a pas lien. non. Il y a rupture. L'un peut altérer l'existence de l'autre, mais pas l'un n'est pas responsable de l'existence de l'autre. Ah oui, d'accord, voilà. Donc l'antidote altère, Voilà. c'est ça, d'accord. La patience qui altère... La bienveillance va altérer l'existence de l'hostilité, D'accord, oui, oui. mais l'hostilité ne peut pas devenir la bienveillance. D'accord, voilà, d'accord. Après une mutation. Non, pas dans tout ce que je peux En citer. termes énergétiques, non? Non. C'était pas la même. Alors attends, là, Enfin, en bon. termes énergétiques, je ne sais pas ce que dirait le tantra, mais Non, mais ouais, je fais référence un peu à ça. ouais, mais je ne mentionne pas là. Ah, ok, je, pardon. me D'accord. je me sers uniquement de ce Ok. qu'on trouve dans les textes sur D'accord. le sutra ici. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, Comme ça, d'accord. ouais. Ok. Mais de toute façon, quelque part, sans aller... Vous entendez bien ça. J'adore, hein. Oui, Jimmy. On peut discuter tous les cas, Oui. des heures, mais en plus, Jimmy, vas-y, je t'en prie. Je commence à avoir des signes de somnolence. Ok. Mais alors c'était par rapport aux outils qui peuvent aider. Ah, voilà. Ah, merci. Alors, bien sûr, moi, c'était grosso modo, alors il y avait déjà, bien sûr, la méditation, et le lien avec quelqu'un qui incarnait justement le bouddhisme, donc un ami de bien, un ami du Dharma. Autre chose qui m'a énormément aidé depuis à peu près 1-2 ans, ça a été plus par rapport avec mon beau-père qui m'a aidé sur un truc, c'est que j'avais des gros problèmes d'hésitation, à toujours douter, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, et en fait à être toujours dans un circuit à finalement prendre une décision et puis revenir sur la décision sans arrêt, et changer, et en fait au bout d'un moment ça peut devenir aussi bloquant. Et en fait c'était un problème lié à l'engagement. Et alors c'est ce qui est intéressant justement, et ce qui est proposé à Kalachakra, ce qui est assez, c'est dans d'autres centres aussi, c'est les formes de programmes où en fait on s'engage d'une certaine manière sur un temps relativement quand même long, soit 2 ans pour le DB ou 5 ans pour le PEVA, sur en plus un programme où on ne choisit pas les dates, etc. En fait ça aussi ça joue sur notre frustration à vouloir des choses tout de suite, de 1. En fait, aussi le fait de, peut-être même par rapport à, comment dire, une forme d'effort qui soit continu dans le temps, et en plus le fait de, parce qu'en fait on peut être tourné très vite trop vers soi si on oublie cette forme le fait de s'engager dans quelque chose, après ça peut être un programme, ça peut être par rapport au travail, etc. Ça permet aussi d'avoir une forme de ligne sur lequel en fait ça apaise énormément l'esprit en fait, parce que du coup il sait pas, comme un singe, il arrête de s'agiter dans tous les sens, avoir trouvé tout de suite la solution parfaite, etc. C'est vraiment, ça rééquilibre énormément, ça canalise. Donc tout ce qui est, ça peut être, voilà, ça peut être aussi, moi ça m'aide beaucoup, hein, ces programmes, je suis très reconnaissant par rapport à ça. Merci. Moi, j'ai eu la danse qui m'a beaucoup aidée. J'ai commencé à danser vraiment tous les jours et devant des gens, chose que je faisais pas. Enfin, oui, vraiment dans la rue, je peux danser n'importe où, etc. Et enfin bon, après même dans des groupes, mais souvent seule quand même. Et c'est vrai que du coup, j'étais très très seule et je m'étais vraiment mise de côté. Donc c'était un moyen aussi de reconnecter avec les autres, évidemment, et d'avoir un regard et un retour sur soi qui était plutôt positif en plus. Donc c'était pas mal. J'ai eu une période où j'ai beaucoup fumé de joint. C'était il n'y a pas très longtemps. Et bon, j'ai vécu sur les îles. À ma décharge. Je n'ai pas besoin d'aller sur les îles. Et c'est vrai que bon, ben, je m'étais vraiment. Je vivais une période très très difficile, donc c'était du matin au soir. Ça m'aidait à ce que les journées passent plus vite. Et à un moment, bon, ben, il fallait quand même que je retourne à la réalité parce que. Voilà, on va quand même vivre sa vie. Et à ce moment-là, j'ai décidé vraiment de me prendre en charge, moi, même dans l'alimentation, etc. Parce que j'avais vu qu'il y avait que parfois l'alimentation, ça pouvait créer des déséquilibres, des dépressions, etc., avec la microbiote et tout. Donc j'ai décidé de faire un jeûne de 3 jours.
Et pendant ce jeûne, donc je fumais et la cigarette et les joints. Et pendant ce jeûne, alors j'ai pas fumé de joint, mais j'ai fumé la cigarette. Et au départ, pendant un jour et demi, etc., en prenant tout à fait conscience en fait que je mettais rien d'autre dans mon corps que de la fumée, etc. Et donc ça a été. Enfin, après, j'ai arrêté de fumer pendant pas mal de temps. J'ai repris un petit peu, mais moins, mais avec une analyse. Enfin bon, voilà. Donc, en fait, j'analyse la manière dont je recommence, le manque, pourquoi je reprends. Et donc, en fait, je suis tout le temps dans un questionnement et dans une prise de distance, en fait. Donc, tant qu'il y a la conscience, l'état d'esprit, et alors là, on est dans la conscience, on n'est plus dans l'état d'esprit. Tant qu'il y a la conscience de garder un niveau de contrôle, c'est difficile, mais effectivement, c'est autogérable, j'ai envie de dire. Dès que la conscience commence à disparaître, on est dans les automatismes et on est dans les compulsions de répétition, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire d'abord un sniff à 15h, et puis le dernier à 18h, et puis celui de 15h on commence à midi, et puis ensuite c'est midi, 15h, 18h, et puis c'est 9h, et puis c'est 8h du matin, ça devient toutes les demi-heures et toutes les heures. Et là ça devient la compulsion au sens psychanalytique du terme, avec l'idée non pas de la confrontation au manque. Ce que vous êtes en train de dire et d'évoquer, c'est que par rapport à cette question du manque, oui, il faut y aller, quoi. Alors, est-ce qu'on va dans la confrontation ou est-ce qu'on est dans la logique de l'évitement? La logique de l'évitement, est-ce qu'on se fait aider à l'extérieur, mais sous la contrainte du contexte extérieur, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire comment la peur du manque et la crise de manque ou le trop amènent à l'entrée des institutions dites spécialisées en matière de prise en charge des toxicomanies. D'accord? En plus, il y a quelque chose du dosage entre manque et excès. J'ai passé des années, des entretiens à raconter aux dits toxicos. On ne meurt pas d'une crise de manque, on meurt d'overdose, on meurt de trop. C'est-à-dire le trop est parfois l'ennemi du moins. Vous voyez, c'est tous ces niveaux où il faut pouvoir accéder, évidemment à travers le langage, mais pas que. Et ce qui m'a frappé, c'est comment le corps, comment les usagers de drogue dont je m'occupais dans les années 70, 80, 90, ils avaient le corps abîmé, les abcès, les marques de piqûres, les candidoses, les eczémas, etc., etc. Et comment il fallait tenir compte de ce corps qui, évidemment, avait montré d'une certaine manière soit des carences d'affectifs. Hein. Il y a une expérience clinique, je crois que c'est Munchausen, c'est ce qu'on appelle le Munchausen, ou je crois que c'est un Louis II de Bavière quelconque, voulait vérifier que quand les bébés naissaient, que naturellement ils étaient équipés par les latins. Alors il s'est livré à une expérience scientifique sauvage qui a consisté à demander aux personnes, aux nourrices de l'époque, etc., soignantes et autres, de soigner, changer les langes, donner biberon, etc., et de ne pas parler pour attendre que précisément le premier son soit un son latin. Conséquence, ils sont morts. Oui, on meurt de ne pas entendre, on meurt de ne pouvoir parler. C'est ce qu'on a ensuite découvert ultérieurement avec ce qu'on a appelé l'hospitalisme, c'est-à-dire, et ce qu'on vit cruellement encore avec la situation dans les hôpitaux. On n'a pas le temps de faire du soutien, un sourire, des choses comme ça. C'est une perte de temps. C'est-à-dire l'hospitalisme, comment il y a à un moment donné le fait d'être pris en charge sur le plan technique, médical, physique, avec tout ce qu'il faut, etc., c'est parfait, mais il y a une telle déprivation sensorielle, affective, toucher, regarder, sourire. Et alors, ça crée des carences et en même temps des niveaux d'addiction à un système qui fait que quand ces patients, entre guillemets, sortent de l'hôpital, ils sont perdus. Ils ne savent plus.
et ils font évidemment des choses pour se faire hospitaliser, etc. Il est dans les logiques circulaires infernales. On va faire une petite pause. On se retrouve à 4h15 pour la dernière session. On va échanger, on va dialoguer sur les points communs un peu dans ce qu'on a vu aujourd'hui entre les psychologues et les bouddhistes. Parce qu'il y a pas mal de notes qui ont été prises, on va peut-être pouvoir nourrir un échange à partir de ça. À tout à l'heure.